Je vais juste faire un rapide quand même présentation avant de rentrer dans les questions. Donc Geneviève Deschal, vous êtes directrice du pôle numérique et ville connectée du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris, le CIPEREC. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en quelques mots, le CIPEREC, c'est un syndicat qui regroupe plus d'une centaine de collectivités locales d'Île-de-France, c'est bien ça. Son rôle, leur permettre de peser plus efficacement dans les négociations avec un certain nombre de fournisseurs, des sociétés d'électricité, de télécommunications, mais aussi des sociétés d'informatique. Et c'est dans ce cadre-là, Geneviève Deschal, que vous avez eu à mener plusieurs appels d'offres, donc pour le compte de ces collectivités locales, dans le domaine du cloud. Vous allez nous en parler. Donc c'est une structure vraiment très intéressante, un peu unique en France, et vous allez nous détailler tout ça. À côté de vous, Stéphane Roman. On ne s'est pas vu juste avant, donc je vous découvre. Vous êtes Cloud Platform Sales Consulting Director chez Oracle. Alors Oracle, on ne présente plus Oracle, leader historique sur le segment des bases de données. Oracle a depuis quelques années amorcé un virage vers le cloud, autour duquel votre groupe redessine désormais son business model. On va également l'évoquer. À côté de vous, Noël Cavalière. Vous étiez déjà là, ici, avec nous l'année dernière. Vous êtes Chief Technical Architect chez PSA. À ce titre, figure dans vos principales missions la définition et le pilotage du déploiement de l'infrastructure cloud de PSA, à la fois publique et privée. Enfin, Thierry Chaumont, tout au bout. Thierry Chaumont, vous êtes Business Owner Private and Hybrid Cloud au sein d'Orange Business Services. Autour de cette table, vous portez donc le chapeau du prestataire de service. Orange Business Services, donc OBS pour les intimes, n'est en effet pas seulement un provider de cloud avec la fameuse offre Flexible Engine, mais c'est aussi un prestataire d'accompagnement des entreprises dans une logique multi-cloud, donc on va voir ça également. Alors Geneviève Deschal, bien évidemment, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous contextualiser un peu, voilà, prenez un micro, votre démarche en matière d'appel d'offres et l'historique des appels d'offres que vous avez pu mener, notamment dans le domaine du cloud, en quelques mots, pour qu'on comprenne bien. Juste en quelques mots. Déjà, bonjour, je suis ravie d'être là et puis de pouvoir parler devant vous un petit peu des collectivités qui ne sont pas mises à l'écart dans cette changement dans cette transformation digitale et qui pourtant ont des spécificités qui leur sont propres. Notamment en matière de cloud. En matière de cloud, en matière de services de communication électronique au sens large. Le CIPEREC donc passe des marchés publics pour ces collectivités-là, donc 327 collectivités, ça fait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, toutes thématiques confondues. Et effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de leur permettre en fait d'avancer plus vite, de pouvoir se projeter un petit peu dans l'avenir, parce que c'est des collectivités qui sont parfois très grosses. Vous avez la région Île-de-France, notre terrain de jeu, c'est l'Île-de-France, jusqu'à la petite commune au fin fond du Vexin, et elles ont toutes des données qui sont critiques. Une commune a des données critiques et elles ont des défauts de nombre de personnes, automatiquement des lacunes de compétences, et pour autant elles maîtrisent en fait des données qui méritent une souveraineté accrue et surtout aussi une disponibilité qui est très très importante. Et donc dans le cloud, vous avez déjà commencé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique en quelques mots des trois appels d'offres que vous avez menés? Quelles ont été leurs thématiques en matière de cloud? En fait, le CIPEREC a accompagné les collectivités dès 2012 sur la partie cloud. Donc au départ, on est parti sur plutôt une tendance de cloud privé où les collectivités ont utilisé plutôt l'élasticité et pas tellement en fait la flexibilité. Donc 2012, ça a été assez
on va dire, les collectivités ont tâtonné. Après, on a refait un appel d'offres. Enfin, on en fait plusieurs entre-temps, mais c'est les grandes tendances. En 2015, on a vu là apparaître la notion de cloud public, surtout avec une bonne montée en force, entre autres, d'Office 365. Notre titulaire, c'était Orange. On a vu arriver donc CloudWatt à ce moment-là, mais les collectivités l'ont assez peu utilisé. C'était pas encore tout à fait mature dans leur façon de fonctionner. Ça révolutionne quand même fondamentalement les systèmes d'information, et c'est là où il est important en fait de pouvoir les accompagner. L'État l'a bien compris avec son cloud en trois volets. Et nous, on est un vecteur. En 2018, on a relancé un appel d'offres, et là, on y a inséré la notion de broker pour justement commencer à instiller la notion de cloud différencié et de multi-cloud. Exactement. Voilà. Alors, je vous arrête, je vous promets, je vous redonnerai la parole après, car donc qui dit effectivement, donc vous avez fait le choix en fait d'un broker de cloud, et qui dit broker de cloud, donc dit effectivement multi-cloud. Et justement, Noël Cavalière, le multi-cloud, c'est aussi un choix que vous avez fait chez PSA. Voilà. Donc, je ne vais pas être très original en disant que notre stratégie, c'est une stratégie de construction d'un cloud hybride multi-cloud. Tout le monde dit ça à peu près. Il y a plus grand monde qui dit qu'il aura 0% ou 100% de son système d'information dans le cloud. Pour autant, moi, je n'affiche pas de pourcentage. Donc, je ne vous dirai pas en 2022, il y aura tant de pourcents de notre SI dans le cloud. C'est très hasardeux de le dire. Et puis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est d'être dans le mouvement, dans ce move to cloud. Alors, je vais essayer, pour être assez compact, de vous donner notre stratégie, notre politique concernant les différents composants de ce cloud hybride, précisément. Alors, je vais commencer paradoxalement par ce qui n'est pas le cloud. Donc, on a dans nos data centers un grand nombre d'applications, ce qu'on appelle le legacy, qui ne sont pas designées pour le cloud. C'est une espèce d'héritage, mais qui fait le job, qui fait tourner la boutique. On n'a pas chez PSA aujourd'hui de stratégie affichée de migration de ce patrimoine-là dans le cloud public. Il n'y a pas le rationnel pour le faire, et en particulier, il n'y a pas le rationnel économique. Et il faudrait faire un tel effort de modernisation de ce parc-là pour le mettre dans le cloud que ce n'est pas à notre portée. Bon, ça, c'est le premier point à retenir. Donc, le cloud, c'est plutôt pour des choses nouvelles, des pour le digital, nouvelles, voilà, entre autres. Ou pour des plateformes d'infrastructures nouvelles. Et ces développements nouveaux, il y a deux cas de figure. Soit on veut les garder chez nous, et là, on a construit une plateforme de cloud interne, privée, sur les mêmes principes et les mêmes technologies que le cloud public. Et je rejoins Laurent Maury en disant que l'open source tient sa place. Enfin, c'est des outils stratégiques aujourd'hui. Donc, notre plateforme, c'est une base OpenStack. On a une plateforme de Container as a Service sur base Docker. Et ça, c'est notre cloud privé. Cette plateforme Docker nous permet aussi de déployer vers l'extérieur. Ensuite, concernant le cloud public, qui est donc l'autre composante du cloud hybride, ce qu'on va chercher, je m'inscris aussi complètement dans ce qu'a dit Laurent Maury, ce qu'on va chercher dans le cloud public aujourd'hui, c'est d'abord de l'agilité et de la flexibilité. Deuxièmement, l'accès à des nouvelles technologies ou à des nouvelles fonctionnalités qu'on n'a pas chez nous. Et troisièmement, la possibilité de déployer des infrastructures à des endroits de la planète où on n'en a pas, et on ne va pas se mettre à construire des data centers pour autant. Vous remarquerez donc que je ne vous ai pas dit, et je ne vous dirai pas qu'on va chercher dans le cloud des économies. C'est surtout pas ce qu'on présente à notre management. D'autres s'en chargent, mais pas moi. Donc voilà les trois inducteurs. Alors, si on regarde rapidement les trois composantes du cloud public, SaaS, PaaS, IaaS, nous, notre approche, c'est que le cloud, ça se prend par le haut. Quand je dis par le haut, c'est de la plus forte valeur ajoutée business à la plus faible. La plus forte valeur ajoutée business, c'est clairement le SaaS. C'est le SaaS. On a des applications prêtes à l'emploi. Ça permet de répondre vite aux besoins du business. La contrepartie qu'il faut accepter, c'est qu'on maîtrise à peu près rien, de l'infrastructure jusqu'à l'application. Mais c'est le prix à payer. Alors justement, c'était un peu ma question suivante, c'est-à-dire comment vous positionnez le cloud dans la stratégie de transformation numérique de PSA. Donc ça rejoint ce que vous venez de dire. Ça rejoint, je vais vous le dire. Donc je termine sur les deux autres couches. Le PaaS, ensuite, c'est ce qu'on regarde après le SaaS. Grosse valeur ajoutée en termes de time to market grâce aux services managés. Il y a une richesse de services managés chez les cloud providers qui permettent d'aller vite, de développer vite et de déployer vite et souvent. Voilà. Puis après le IaaS, le IaaS, encore une fois, c'est pas là-dessus qu'on va faire des gains considérables. Simplement, ça permet de s'implanter à des endroits où on n'est pas. Alors par rapport à la stratégie du groupe, donc le monde automobile est un monde qui vit en ce moment des transformations considérables. On pense souvent que c'est une vieille industrie
historique, mais il y a des transformations considérables. Par exemple, chez PSA, mais chez tout le monde, notre ambition, c'est d'être évidemment toujours un constructeur automobile de référence, mais de vendre aussi des services de mobilité. Et ça, il y a de plus en plus d'attentes là-dessus. Le moteur pour vendre des services de mobilité, c'est l'IT. Si on compare ça aux usines pour faire les voitures. Bon. L'autre axe qui monte en force, c'est le traitement de la donnée, des données de toutes origines, en croisant cette donnée, en tirant de la valeur pour mieux connaître nos clients, pour mieux connaître ses attentes, pour construire l'usine du futur. Et cette agilité et les fonctions précisément qu'on va trouver dans le cloud sont vraiment stratégiques pour supporter ces orientations business, clairement. Clairement. Alors, chez Orange Business Services, Thierry Chaumont, comme on l'a dit, vous proposez votre propre offre de cloud, Flexible Engine, mais ça ne vous empêche pas non plus d'être favorable au multi-cloud, comme je l'ai dit au départ. Alors tout à fait. Donc nous accompagnons les entreprises dans leur transformation vers le cloud. Ce que nous observons, à l'instar de ce qui a été dit, c'est que les entreprises ne vont pas complètement dans le cloud public, mais ont souvent des stratégies hybrides avec une partie en cloud privé, une partie en cloud public, voire plusieurs clouds publics, des clouds publics français, des clouds publics à l'international. L'enjeu que nous on sous-tend, c'est d'être capable de garantir sur l'usage de ces clouds une disponibilité, une sécurité irréprochable en termes opérationnels, de façon à ce que le DSI puisse complètement se reposer sur cette infrastructure managée. L'autre aspect, souvent on voit dans la mise en œuvre des clouds qui sont de plus en plus multi-cloud, un enjeu, le cloud est un moyen qui s'insère dans les cas d'usage de l'entreprise et qui s'insère dans une chaîne de bout en bout qui inclut la contrainte du cloud, le réseau, les devices et la sécurité. Et souvent, un projet réussi assemble l'ensemble de ces éléments pour avoir la bonne qualité et la bonne efficacité pour l'entreprise. Donc finalement, cette chaîne de valeur et cette approche multi-cloud on peut dire que c'est un préalable à la digitalisation, à la stratégie de transformation numérique. Oui, on le voit comme ça. On voit que les entreprises ont vraiment différents cas d'usage. Des cas d'usage pour leur legacy, où il s'agit de gérer des applications critiques et de s'assurer qu'elles n'en tombent jamais, qu'elles soient bien sécurisées, que les données soient au bon endroit, en bonne conformité. Et toute une partie de cas d'usage d'innovation qui va être plutôt cherchée dans le cloud public, mais aussi dans le cloud privé. On va retrouver de l'usage du big data, du container as a service et du PaaS pour être capable de fournir des applications innovantes. Alors, de même, chez Oracle, Stéphane Roman, là, je pense que là, c'est intéressant parce que tout le monde est d'accord. Même si vous êtes un provider de cloud au sens strict, vous êtes aussi, là encore, favorable au multi-cloud. Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Donc, ça fait très longtemps maintenant. Depuis le début, je pense qu'on dit le monde sera multi-cloud. Et je pense que c'est en train d'arriver. Donc pas seulement le vôtre, mais aussi celui des autres. Absolument, absolument. Et je pense que, voilà, comme on l'a dit, il faut laisser le choix aux sociétés de choisir en fait ces cloud providers. Et je pense que dans le futur, on sera même capable en fait de déplacer en fait des workloads, donc des applications. On le fait notamment avec des startups comme Yellowdog, de choisir en fait son cloud provider, peut-être pas à la seconde, mais en tout cas c'est vers ça qu'on tend. Aujourd'hui, en tout cas, on a interconnecté les clouds. Donc, on parle cloud privé, cloud public, cloud dédié. Il y a aussi la connexion entre les cloud providers publics. On le faisait déjà avant. Aujourd'hui, on a un partenariat, vous l'avez peut-être vu, avec Microsoft. Donc, en fait, on connecte Azure au cloud Oracle, que nous, on appelle OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Et donc, l'idée, c'est de la capacité, finalement, à utiliser le meilleur de différents clouds. Je donne un exemple à un client qui s'appelle Sowerman, qui est une société de taille moyenne, mais qui fait quelque chose de critique parce qu'ils font des pompes en fait pour les clims et notamment pour les chambres de recherche où on travaille sur des virus comme Ebola. Vous voyez, donc c'est quand même important. Et ben ils ont fait un projet en fait où ils ont utilisé une partie Azure qui est pour la partie analytics, donc avec du Power BI.
donc qui est un concurrent d'Oracle, et c'est très bien. Et ils ont utilisé Oracle Cloud Infrastructure pour la partie Autonomous Database, dont on reparlera sans doute plus tard. Et donc, ils ont un peu le meilleur des deux mondes. Voilà, la question après, c'est sécurisation du réseau, la latence, la performance, donc tous ces aspects-là sur lesquels on travaille. Alors, lors de la préparation de cette table, j'ai appris quelque chose que j'ignorais totalement. Vous donnez aussi la possibilité à vos clients d'installer votre cloud public chez eux. Absolument. Donc, on en parlait. Donc ça, c'est un autre aspect. Ouais, c'est le cloud public à la maison. Le cloud public derrière votre firewall, à la maison, on va dire. Donc, pour des sociétés comme celle de M. Cavalière, des sociétés importantes qui ont effectivement des workloads d'entreprise, potentiellement pour des raisons à la limite légales ou propres, vous voulez que bénéficier du cloud, mais vous le voulez derrière votre firewall. Donc, on propose ce qu'on appelle Cloud at Customer. Et donc, Cloud at Customer, c'est des machines qu'on met chez vous, qui sont derrière votre firewall, et que vous ne payez pas. D'ailleurs, c'est une souscription de la même façon. C'est le même modèle de souscription et de maintenance à distance. Voilà. Et ça, donc ça, c'est une première étape. Et aujourd'hui, maintenant, donc je l'annonce d'ailleurs, on a aussi une offre qu'on appelle Dedicated Cloud, donc un cloud dédié, où là, on va vraiment dédier carrément un bâtiment, un data center ou des data centers qu'on peut co-construire. Donc on le fait notamment avec le gouvernement, pas en France aujourd'hui. Et c'est ce que disait M. Maury, c'est très très important d'un point de vue sovereignty pour le client. Et là, vous rejoignez effectivement les grands leaders comme AWS ou Azure qui proposent déjà cette possibilité, mais en tout cas, vous rentrez dans cette tendance-là et c'est intéressant de l'observer. Revenons à vous, Geneviève Deschal. Le choix dans le cadre de cet appel d'offres 2018 d'un broker de cloud, derrière ce choix, donc le choix du multi-cloud, mais pourquoi un broker de cloud ? Déjà parce qu'il n'y a pas deux collectivités qui travaillent de la même façon. Je suis entièrement d'accord avec vous, laisser le choix en fait. Derrière, il faut voir qu'on a une vraie problématique par le Code des marchés publics qui doit s'appliquer au niveau des collectivités. C'est qu'en gros, on remet en question toute une infrastructure tous les 3 ans. Et c'est vrai que la question en fait, de la réversibilité et du passage de l'un à l'autre est cruciale. Et c'était un bon moyen de commencer en fait, à insérer ces pratiques-là qui prennent du temps. C'est quand même une urbanisation qui est particulière. Il faut que les offres en fait, évoluent. Tous ceux qui répondent et les différents acteurs, petits et grands, parce que nous on essaie d'ouvrir aussi énormément à la concurrence pour essayer d'avoir les offres les plus adaptées, puissent en fait évoluer de ce côté-là et permettre que ce soit plus agile, plus facile, surtout dans le temps. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'agilité liée à la technicité, il y a aussi l'agilité, l'opérabilité, exactement. Avec la notion de souveraineté aussi derrière. Toujours. Nous, on a cette problématique-là qui est très accrue. Oui, les collectivités ont des données qui sont forcément très sensibles. Alors, broker de cloud, Noël Cavalière, chez PSA, est-ce que vous pourriez, vous aussi, vous tourner vers une solution comme ça ? Est-ce que ça pourrait être, compte tenu effectivement de la diversité des infrastructures que vous opérez, à la fois publiques et privées, est-ce qu'un broker de cloud, ou ce qu'on pourrait appeler une CMP, une Cloud Management Platform, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser, déployer ? C'est pas exactement notre plan. Si vous voulez, notre cloud hybride, ça va être notre cloud privé, bien entendu, et puis on a choisi de travailler avec 2 acteurs principaux du monde du cloud public. 2, c'est parce que 2, c'est plus que 1. 1, c'est trop risqué, mais 2, c'est pas 12 non plus. Donc, on veut limiter un peu le nombre de partenaires. Et se pose effectivement la question de la supervision, la gestion de ce monde hybride, et éventuellement d'avoir une espèce de superstructure qui coifferait tout ça et qui masquerait la diversité vis-à-vis de nos opérateurs, etc. Bon, je dois reconnaître que c'est quelque chose à quoi on ne croit pas beaucoup. Enfin, c'est conceptuellement intéressant, on est tous d'accord avec ça. Je ne suis pas persuadé que dans la réalité, ce ne soit pas la porte ouverte à construire une espèce de cathédrale gothique qui n'a des vertus que conceptuelles. Donc, je pense qu'il faut... donc, ce n'est pas notre stratégie, clairement. D'accord. La contrepartie, c'est qu'il faut accepter une certaine diversité.
parce que chez Amazon ou chez Azure, il y a beaucoup de choses en commun, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes interfaces, pas tout à fait les mêmes API, etc. Nous, on va essayer de coller au plus près des offres de chacun, en acceptant cette diversité, mais en faisant en sorte quand même qu'on ait la maîtrise et la supervision globale. Ça, c'est excessivement important. Il n'est pas question qu'on perde la main sur ce qui est en dehors de chez nous. Mais voilà, on n'est pas prêt. On a quelques réserves vis-à-vis d'une espèce de superstructure. Voilà. C'est vrai que si mais je reconnais que ce n'est pas un débat simple et que c'est vraiment un compromis entre qu'est-ce que j'accepte comme diversité et qu'est-ce que de quoi j'ai besoin pour être réellement efficace opérationnellement. Alors, Stéphane Roman, là, on évoque la question quelque part à la fois à travers des infrastructures de PSA, mais aussi du broker choisi par Cyperec. On évoque la question de l'industrialisation finalement du cloud. Vous allez encore plus loin, puisque vous n'hésitez pas à mettre de l'intelligence artificielle dans le cloud. Alors expliquez-nous ça. Oui, absolument. On le fait parce que notre métier depuis 40 ans, c'est la donnée. Donc on en parlait, hein, la donnée, elle a de la valeur quand on l'utilise. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont encore du mal, et des collectivités locales. Je prends l'exemple de la ville de Marseille avec laquelle on travaille sur un peu la ville de demain avec un projet par exemple Big Data. Donc il y a beaucoup en fait d'acteurs qui cherchent à mettre la donnée à disposition de plus d'applications, de plus de personnes, et gérer une base de données, gérer un système, c'est finalement pas si simple. Et je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Effectivement, la valeur ultime, idéalement, tout serait du SaaS. D'accord ? La réalité, c'est que tout ne va pas rentrer dans du SaaS tel quel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu SaaSisé la base de données, qu'on a appelé Autonomous, donc la base de données autonome, un peu comme une voiture. Hein. De plus en plus, vos voitures, vous le savez, hein, les essuie-glaces se mettent en marche tout seul. Moi, ma voiture, maintenant, elle se gare toute seule. Ça ne veut pas dire que je ne garde pas un œil dessus. C'est un peu pareil. Donc, une base de données autonome, elle se gère toute seule. Déjà, on la démarre, on la provisionne en quelques minutes. Et puis après, elle va se sécuriser toute seule. Donc, on en parlait. Elle va se patcher toute seule et elle va aussi s'indexer toute seule pour que la performance soit toujours au rendez-vous, indépendamment en fait vous n'avez pas besoin finalement d'un administrateur en fait de base de données en tant que tel. Donc Schneider Electric a fait ça par exemple. Ils avaient un projet pour gérer les talents. Ils avaient, donc voilà, c'est un cycle sur l'année, donc on fait ça d'une année à l'autre. Ils voulaient le faire d'une certaine façon, ils n'avaient pas les outils. Et ils n'avaient pas le temps et les personnes pour s'occuper de ça. Ils ont fait un projet avec une base de données autonome sur les données HCM, donc les KPI pour gérer leurs talents internationaux. C'est l'un des exemples en fait. Et oui, effectivement, c'est le mariage du machine learning et de la base de données, comme vous l'aviez dit. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et alors j'ai noté aussi chez OBS, Orange Business Services, Thierry Chomeron, il y a notamment au service de la maintenance des services cloud, notamment dans les projets de desktop as a service. C'est quelque chose aussi que vous utilisez, que vous déployez, que vous mettez en œuvre. Alors oui, déjà le desktop as a service reste une activité qui est importante pour nous dans les cas d'usage dont on parle du cloud. Le fait de faire de la virtualisation du poste de travail reste un sujet en soi très important pour les entreprises. Nous mettons en œuvre l'intelligence artificielle avant tout autour des chatbots pour aider les utilisateurs à utiliser un service. Donc au sein des entreprises, tout ce qui concerne le SAV, typiquement, quand il s'agit d'orienter sur un front desk, d'orienter le client vers différents choix, on peut mettre des chatbots en intelligence artificielle. Et en back-end, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour la détection préventive de panne dans les systèmes. Donc voilà, je dirais 2 utilisations qu'on en fait. Alors, tout cela est fort intéressant, mais j'aimerais bien avoir l'avis des utilisateurs. Noël Cavalière, il y a comme moyen d'automatiser la maintenance des services cloud. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez déployer ? Oui, j'y crois, bien sûr. Enfin, l'IA, on y croit dans tous les domaines, en particulier dans celui-là. Moi, je suis très intéressé par la base de données autonome dont on vient de parler. Et, je me suis proposé d'ailleurs de regarder ça de plus près parce que je pense qu'il y a quelque chose de très prometteur. Et si on couple ça
avec la notion de Cloud at Customer, comme ça a été évoqué. On a vraiment une capacité d'automatiser les couches basses. Basse, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est les couches techniques de notre infrastructure. Et finalement, de dégager nos ressources internes, la disponibilité de ressources internes sur des travaux à valeur ajoutée, de faire qu'un architecte technique fasse l'architecture technique avant de s'occuper de la plateforme. Et ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc, je prends cet exemple-là parce que moi, il m'intéresse beaucoup, mais dans tous les domaines, effectivement, oui, l'IA est très, très porteuse. Après, on pourra en parler aussi pour nos métiers, mais j'en dirai peut-être un mot plus tard. Alors, passons maintenant à la question des applications donc, déployées sur ces infrastructures cloud. Geneviève Deschal, justement, la question est pour vous. Quels sont les principaux usages, donc on a commencé à en parler, mais que vos collectivités adhérentes font du cloud, et notamment liés au dernier appel d'offres et à ce cloud broker? Qu'est-ce qui commence à se mettre en place? Alors, dans l'appel d'offres, il y a plusieurs lots. Il y a une partie qui est effectivement du DaaS, il y a une partie qui est liée au IaaS et une partie qui est liée au SaaS. Les collectivités en fait utilisent quand même beaucoup tout ce qui est lié au SaaS parce que c'est des applications métiers et que c'est la tendance que nous c'est beaucoup de logiciels de niche et du coup à ce moment-là les éditeurs en fait proposent une solution en fait qu'ils hébergent eux-mêmes, notion de cloud très très relative, mais ça c'est quand même beaucoup utilisé. Ensuite, plus sur la partie DaaS, ça permet effectivement de pouvoir automatiser, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, toute la partie en fait vraiment technique qui demande de la main-d'œuvre, mais aussi de la technicité qui évolue avec des équipes qui sont pas nécessairement très très staffées et avec une compétence qu'il faut quand même continuer à maintenir au fil du temps. Et quand on n'a pas les tailles critiques, c'est quand même extrêmement compliqué. Néanmoins, c'est quand même des éléments qui sont très important et à sécuriser et à continuer à faire en sorte qu'il soit performant. Donc cette partie-là en fait est émergente à l'heure actuelle, c'est pas très bien utilisé. Le IaaS est beaucoup plus utilisé en fait à l'heure actuelle, plus pour du PRA. D'accord. Que vraiment pour... on n'utilise pas encore beaucoup la notion de flexibilité. Les activités, je pense, s'y prêtent pas complètement. On avait essayé de faire un lot de passe. Donc les usages sont quand même relativement timide en matière de gros projets digitaux. Ça vient. Sur les collectivités, il y a les grosses qui, elles, ont les moyens de pouvoir y aller. Ouais, c'est ça. Mais il faut entraîner tous les autres derrière. Et j'ai envie de dire, dans la fonction publique, on a toujours en fait un petit décalage par rapport au privé lié au fait qu'on a beaucoup d'applicatifs métiers, que c'est quand même des métiers particuliers et des structures qui reviennent parfois à des toutes petites structures, mais ils y vont et ça c'est plutôt bien et on encourage cette partie. Alors il faut préciser quand même, Geneviève Deschal, que vous n'êtes pas aidé, notamment au niveau fiscal. Enfin là, voilà. Le cadre fiscal n'est pas très adapté à l'adoption du cloud par les collectivités locales. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre le code des marchés publics et le cadre budgétaire qui fait que, en fait, à ce moment-là, dès qu'on passe dans le cloud, on passe de l'investissement au fonctionnement qui est beaucoup plus cher pour les collectivités. Et comme en plus on réfléchit pas en coût global, c'est pas dans les mœurs, c'est pas fait pour en fait. Ça n'a pas été traduit comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ça, notamment avec la TVA. Voilà, qu'on ne récupère pas dans ces cas-là, et qui fait une différence à peu près de 16% en termes de coûts. En fait. C'est énorme. Donc c'est vrai que les collectivités locales sont vraiment pas poussées et peut-être que la loi mériterait d'être modifiée à ce niveau-là. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. L'État, nous, enfin un certain nombre de collectivités. Alors en termes de projet, là je vais m'adresser à votre voisin de droite, à Stéphane Roman. Pourriez-vous nous citer Alors vous avez déjà commencé à en citer, mais d'autres références Oracle, si possible, qui utilisent donc votre cloud public dans le cadre justement de cette transformation numérique. Est-ce que bien sûr. Un ou deux exemplaires. Alors je ne sais pas si je vais donner leur nom. Je vous ai indiqué quand même leur domaine d'activité. En tout cas, ce qui est intéressant, et encore une fois, Monsieur Cavalière le disait, c'est qu'il faut finalement choisir un peu les applications qu'on veut développer ou déplacer en fait dans le cloud.
ce qu'on constate, donc nous on travaille avec des grandes entreprises ou de taille moyenne, c'est qu'on arrive à un moment en fait où on a testé plein de choses dans le cloud, on a développé des nouvelles applications, et là on arrive sur des workloads d'entreprise. Donc des applications qui sont justement un peu critiques dans le sens où on va choisir. Donc par exemple, je vais dire un grand du rail français, voilà, ça va être une façon de le dire, qui avait d'ailleurs fait des choix de cloud provider en disant voilà, par défaut c'est avec ça qu'on va plutôt travailler, et qui a dû passer son ERP dans le cloud, donc a fait ce choix de passer son ERP dans le cloud, aussi parce qu'il y avait une réforme du ferroviaire. Et voilà, une application ERP, c'est une grosse application, donc c'est des milliers, des dizaines de milliers d'applications, c'est des dizaines de milliers de batchs qui tournent à la nuit, et ils ont fait, c'est Capgemini qui a fait une étude, et qui ont trouvé effectivement que tous les clouds ne se valent pas, en l'occurrence pour des workloads d'entreprise, parce que nous, notre cloud, on l'a construit effectivement pour les applications d'entreprise, donc il est différent en termes d'architecture, une isolation des tenants, un réseau en fait qui est différent, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc déplacés sur workload d'entreprise, on était les seuls finalement, on va dire, un peu qualifiés, qui allaient prendre la responsabilité en fait de faire tourner ce workload d'entreprise. Et Silor en fait est un peu passé par la même démarche. Donc la conclusion, je veux dire, c'est tous les clouds sont différents. Il faut faire le bon choix. Il faut étudier intelligemment à tête reposée et au final décider en fonction du type en fait de workload qu'on veut déplacer ou créer. Même question pour vous, Thierry Chomeron. Quid de vos dernières références clients, donc dans ce domaine, dans cette démarche que vous accompagnez, donc démarche multi-cloud? De plus en plus, nos clients vont vers du multi-cloud. Donc, les cas d'usage sont très variés. Ouais. Donc, par exemple, si pour l'usage du cloud public, on peut citer l'Agence spatiale européenne qui a lancé le projet Copernicus d'acquisition des données satellites du monde. Et ces données satellites doivent être stockées dans le cloud, ce qui représente de l'ordre d'une dizaine de pétas, et traitées par des milliers de chercheurs qui vont utiliser ces données pour assembler les tuiles et avoir des vues géographiques du monde, et ensuite les processer pour des métiers comme des prédictions pour l'agriculture ou du guidage pour de la navigation. Donc ce type de use case, on va l'héberger dans notre cloud public, Flexible Engine, qui est très innovant et qui a ses capacités d'élasticité. Inversement, ou dans un autre axe, on va avoir des entreprises, par exemple du retail, qui vont avoir un mix avec leur back-end système d'information financier dans du cloud privé, où on va chercher des garanties sur la criticité du service et sur la sécurité, et avoir des front-ends qui sont adressés au grand public, qui vont être très innovants pour que les clients finaux puissent avoir accès à une expérience digitale pour commander des produits, essayer, avoir une application pour se maquiller en ligne et des choses comme ça. On va aussi trouver d'autres cas d'usage qui sont aussi un mixte entre le cloud et l'intégré. Quand on va travailler parfois avec le secteur public ou les collectivités sur du VDI, ou parfois ça va être dans notre cloud, ou parfois on va devoir intégrer des solutions on-prem pour les clients. Donc voilà un certain nombre de cas que nous rencontrons. Alors, Noël Cavalière, forcément, alors ça va être quasiment la dernière question de la table ronde. Pour vous, alors, donc sur cette toute nouvelle infrastructure que vous avez mis en place, quelles sont les premières applications, les premiers projets que vous avez pu mettre en œuvre? Je vais vous donner 3 exemples très représentatifs du monde automobile. Ce n'est pas forcément les 3 premiers, ce n'est pas forcément la totalité, mais c'est très représentatif. Le premier, c'est nos plateformes digitales. Donc tout ce qui permet de vendre nos voitures. On vend des voitures en ligne aujourd'hui, de vendre des services de mobilité, de configurer des voitures, etc. Tout ça, notre politique aujourd'hui, c'est cloud first. Parce que c'est le seul moyen d'être réactif, d'aller vite, de délivrer souvent. Et c'est un monde très mobile, très volatile. Pardon. Public ou privé? Public. Cloud public first. Voilà. Donc ça, c'est clair, il n'y a plus de débat et c'est le seul moyen d'être réactif et d'aller vite. Deuxième exemple intéressant, les normes environnementales. L'industrie automobile se dirige à partir de 2020 vers un avenir assez flou et chaotique. Vous n'imaginez pas à quel point
il y a une révolution qui est en train de se passer dans ce milieu-là, parce qu'au 1er janvier, il faut respecter des normes environnementales et des normes d'émissions de CO2. Chaque constructeur automobile va devoir respecter un taux moyen d'émissions de CO2. Au-dessus de ce seuil, c'est des pénalités considérables. Donc, nous, PSA, on a choisi d'être compliant avec ces normes-là, ce qui veut dire que nos ventes, notre production, nos prévisions, toute l'activité de l'entreprise va être pilotée plus uniquement sur des KPI de type prix et volume, mais taux d'émission CO2. C'est une complète révolution. Et avec donc beaucoup là, d'incertitudes. ça vous amène à revoir avec beaucoup vos infrastructures, j'imagine. Donc pour cloud, faire ça, big data. voilà, vous imaginez qu'on a besoin d'une espèce de cockpit de pilotage qui va permettre, avec un tas de curseurs, de régler la façon dont on vend nos voitures, le type de voiture qu'on vend, le mix de voitures qu'on vend, pour être en permanence compliant avec ce taux d'émission CO2. Ça, on le fait en se servant du cloud. Donc les données brutes sont chez nous, sur les plateformes Oracle, entre autres, Exadata, etc. Et on va faire appel à de l'intelligence dans le cloud public pour traiter ces données et construire précisément ces indicateurs, ces leviers qui vont permettre au management de gérer cette histoire de compliance. Ça, c'est. Alors, on est au cœur de l'entreprise. Il y a du machine learning derrière. Il y a du machine learning, il y a de l'intelligence. Et là, on n'est pas sur des applications marginales, comme on l'a dit à une époque, le cloud, c'est pour ce qui n'est pas important. On est au cœur de la boîte. Toutes les industries automobiles, aujourd'hui, sont focalisées sur ce type de problème. Donc, voilà un exemple. Une autre illustration qui va vous parler sans doute, c'est la voiture autonome. Bon. Une voiture autonome, il faut lui apprendre à être autonome. Et donc, comment on fait ça? On fait rouler des vraies voitures sur des vrais parcours. On récupère tout un tas de mesures techniques de la voiture ou d'environnement avec des vidéos de définition, etc. Et avec toutes ces données, qui sont considérables, l'ordre de grandeur, c'est 2 à 4 téraoctets par voiture par jour qui remontent. C'est beaucoup. L'idée, c'est avec ces données, c'est de faire des simulations, de faire bouger ces données, évoluer ces données pour créer de nouvelles situations de vie que la voiture va apprendre. Donc là, on est un peu dans le schéma inverse, c'est-à-dire que la donnée brute qui est considérable, on va la stocker dans le cloud public et on va faire de l'intelligence qui est plutôt sur notre plateforme de cloud interne. Donc c'est un peu le symétrique de l'exemple précédent, mais vous voyez que là aussi, on est au cœur des grandes préoccupations de l'entreprise. La voiture autonome, tout le monde en parle. Nous, on a pris des positions claires, on ne va pas aller jusqu'au dernier degré de la voiture autonome 5. parce qu'on pense qu'il n'y a plus personne qui pourra se la payer, donc ce n'est pas le but. Il faut que la voiture reste un outil accessible et un outil de liberté. Donc on s'arrête au niveau 3, c'est-à-dire le constructeur qui est capable à tout moment de reprendre le contrôle, mais enfin il y a quand même beaucoup de choses qui sont automatisées là-dedans, et voilà, il faut entraîner la voiture et on va le faire là. Et donc le cloud, là aussi, joue un rôle vraiment important, en particulier pour le stockage des données, avec énormément d'incertitudes, et c'est là qu'on voit tout le gain quand il y a de la flexibilité, de l'incertitude, de l'inconnu. Je vous parle de gros volumes, mais on n'en est pas complètement sûr, on n'est pas complètement sûr du rythme auquel ça va se mettre en place, etc. Donc plus il y a d'inconnu, plus la flexibilité du cloud est intéressante. Voilà. Bon, on arrive au terme de cette table ronde. Merci vraiment à tous les quatre. C'était particulièrement intéressant. Je vais rendre la parole à Alain pour la suite. Oui, merci.